Bonsoir les titres. Les favoris ont gagné. Aujourd'hui, Prost remporte le Grand Prix de France de Formule 1. Sampras bat courir à Wimbledon. Et puis Cipollini a enlevé la première étape du Tour de France. L'affaire de l'OM, Jean-Pierre Bernès est en prison. Un mandat d'amener a été délivré contre lui. Il sera transféré à Valenciennes dans les jours prochains. Édouard Balladur à l'heure de vérité. Priorité à la lutte contre le chômage. Il espère des résultats à la fin de l'année. Michel Rocard reprend en main le Parti socialiste, unanimité aux États généraux. Prochaine étape, le Congrès en octobre. Avant de parler du sport côté sport, nous le ferons dans un instant, le sport côté affaires. Jean-Pierre Bernès dort ce soir en prison après 48 heures de garde à vue et d'interrogatoire. Un mandat d'amener a été notifié au directeur général de l'OM. Il sera donc transféré prochainement à Valenciennes. Monsieur Bernès est soupçonné de corruption lors du match Valenciennes-OM. Claude Sampère, Christian Leroux. C'est sous bonne escorte que Jean-Pierre Bernès est arrivé vers 14 h au tribunal de grande instance de Marseille. Le numéro 3 de l'OM, en chemise blanche, après 48 heures de garde à vue, semble curieusement absent dans la voiture qui l'emmène. À l'intérieur du tribunal, un magistrat va expliquer à Jean-Pierre Bernès que le juge de Valenciennes vient de délivrer à son encontre un mandat d'amener. La famille de Jean-Pierre Bernès, ainsi qu'un proche collaborateur de Bernard Tapie, attendent à l'extérieur. Tous savent que le numéro 3 de l'OM dormira ce soir en prison en attendant son transfert à Valenciennes. Comment Jean-Pierre Bernès encaisse-t-il le coup? À sa sortie, un seul geste pour réponse. À l'intérieur du fourgon de police, il serre le poing. Le cortège policier va ensuite traverser Marseille à grande vitesse, direction l'hôpital-prison des Baumettes. Juste derrière les voitures de police, les proches de Jean-Pierre Bernès. Eux aussi lèvent le poing. Juridiquement, Jean-Pierre Bernès est donc placé en prison pour être mis à la disposition du juge Béfi. Les autorités disposent maintenant d'un délai de 4 jours pour l'amener de Marseille à Valenciennes. Alors que le convoi poursuit sa route, les avocats restés au tribunal mettent en garde les magistrats sur les conditions éventuelles de ce transfert. C'est ce délai de 4 jours qui m'inquiète parce que Jean-Pierre Bernès détient sur lui une attestation délivrée par monsieur le professeur Scotto qui dit qu'il est un homme malade, qu'il est un homme fragile et que son état de santé lui interdit, pendant une période d'au moins 15 jours, sauf complications, d'être acheminé sur une longue distance. Nouvelle stratégie de la défense pour gagner du temps ou inquiétude réelle sur l'état de santé de Jean-Pierre Bernès. C'est au juge et à lui seul, maintenant, de décider quand aura lieu le transfert de la prison des Baumettes à Valenciennes. Tout à l'heure sur France 2, à la fin de l'heure de vérité dont il était l'invité, Édouard Balladur a évoqué cette affaire et s'en est désolé. Écoutez. Ce que je veux dire, c'est que je trouve malheureux, notamment pour la jeunesse, pour laquelle le sport est un idéal et pour lequel les clubs sportifs est aussi une sorte d'école de formation morale et du caractère. Je trouve lamentable qu'on donne ce spectacle à la jeunesse de notre pays, lamentable. Et je crois qu'il serait grand temps que tous les responsables aient un minimum de sursaut de sens moral, et je suis sûr que la plupart l'ont. Je répète que je ne veux pas me prononcer sur les affaires en cours, pour que la jeunesse n'ajoute pas cette déception à toutes les autres qu'elle connaît dans les difficultés qu'ont aujourd'hui dans notre pays tous ceux qui devraient déboucher dans la vie avec optimisme et qui finalement débouchent dans la vie avec inquiétude. Est-ce qu'il faut imposer au procureur de la République, au AUX, des mêmes règles de réserve que celles que vous souhaitez imposer aux militaires? Oui, ça me paraîtrait préférable à tout prendre, surtout si on veut que la justice fonctionne dans la sérénité et que les droits de la défense soient respectés. Voilà, nous reviendrons sur les autres sujets abordés par Édouard Balladur dans l'heure de vérité dans un instant. Mais pour clore ce chapitre de l'affaire de l'OM, le point de vue de Michel Hidalgo, pas précisément sur l'OM, mais sur le football en général. Michel Hidalgo a été lui aussi dans le staff des dirigeants de l'OM pendant quelques années, après avoir été l'entraîneur magique de l'équipe de France. Voici ce qu'il a dit tout à l'heure à Valérie Gagé. Je suis 40 ans dans le football professionnel, jamais quelqu'un est venu me dire je vous donne de l'argent pour perdre, ou quand j'étais entraîneur je vous donne de l'argent pour faire tel ou tel résultat. Donc j'ai dribblé à travers toute cette nature humaine, je n'ai jamais rien vu. Alors qu'on me dise pas, ou les gens qui le disent, c'est qu'ils ont peut-être une même pratique, donc ils sont condamnables, ou alors ils parlent comme ça sur des on-dit. Ce qu'il faut, c'est condamner. Si ça existe, c'est le condamner durement, sévèrement.
Voilà. S'ils sont condamnables, il faut sanctionner durement. Voilà. Mais l'argent, il ne faut pas en avoir peur, l'argent. L'argent n'est pas moral ou immoral, c'est l'aboutissement de l'argent. C'est ce qu'on fait de l'argent qui est moral ou immoral, ou amoral peut-être. Mais non, tout vient des hommes. Hein? La politique maintenant, Michel Rocard rassemble le Parti socialiste. Le nouveau patron du PS a fait l'unanimité de la base en un week-end au cours des États généraux qui ont réuni près de 4000 personnes dans la banlieue lyonnaise. C'est la base qui le confirme et qui veut oublier les querelles de personnes, notamment l'affrontement Fabius-Rocard. Roland Sicard, Philippe Turpot. Le sourire de Laurent Fabius était un peu crispé. Il faut dire que 3 mois après sa mise à l'écart de la direction du PS, le succès de Michel Rocard avait de quoi l'agacer. Et pourtant, Fabius a joué le jeu. Il a voté le rapport général et il a bien fait. Les militants ne supportent plus les divisions. La preuve, voilà ce qui est arrivé à ceux qui ont tenté de manifester leur désaccord. Nous appelons tous ceux qui partagent ce point de vue à ne pas participer au vote sur ce texte. Merci de votre attention. Les opposants conspués, pour les observateurs, l'analyse est vite faite, c'est Rocard qui a gagné. Rocard qui du coup peut monter tranquille à la tribune et tracer les perspectives. Les Français doivent le savoir, les socialistes sont de retour. Tous ceux qui déjà spéculaient sur le partage de nos dépouilles verront que nous sommes toujours là. Moins arrogants qu'il nous est arrivé d'être, heureusement, mais à nouveau plus combatifs qu'ils ne croient. Et dans cette galaxie de tous ceux qui se sentent de gauche, nous affirmerons notre place, et je vous le garantis, et vous venez déjà de le démontrer, ce sera la première. Toute la question est donc maintenant de savoir si l'équilibre trouvé par Michel Rocard pourra être maintenu. Les militants veulent l'unité, mais les dirigeants ont souvent du mal à la respecter. Dès mercredi, les dirigeants justement se retrouveront en comité directeur. Michel Rocard saura alors s'il a vraiment gagné. Réaction dans la salle maintenant, là où se côtoyaient et les militants et les responsables qui ont peu parlé ce week-end. Nathalie Saint-Cric. Pendant 2 jours, ils ont parlé. Le matin du 3e jour, ils ont écouté. Michel Rocard remontant le moral de ses nouvelles troupes, sonnant le réveil des militants, jusque-là un peu sonnés par la défaite. Ça fait chaud au cœur. Je suis un peu émue, merci. Vous savez, on est en pleine émotion. Non. Ah, moi, mon jugement, c'est de la gauche, toujours de la gauche, encore de la gauche. C'est l'unité retrouvée, j'espère. Ça tiendra. On pourra aller dire dans nos fédérations que ça est bien redémarré, qu'on part sur de bonnes bases et que quand même nos éléphants font paix. La base a apprécié, les leaders suivent la base, les alliés de Michel Rocard bien sûr, mais ses opposants aussi. Moi je pense qu'il y a un rouleau compresseur qui a démarré et je crois qu'on ne l'arrêtera pas de sitôt. Je suis convaincu que c'est un rendez-vous qui peut redonner l'élan. Les socialistes ont été capables de se rassembler, non seulement rassembler, mais pas verrouiller, c'est-à-dire le débat continue. Bonne rentrée, bonnes vacances à tous et à très bientôt. Alors, à la rentrée, il y aura le congrès, nouvelle étape, nouveau danger, mais en attendant, les militants se prennent à espérer. Alors la prochaine étape, c'est dès mercredi, un comité directeur pour préparer le congrès d'octobre. Pour l'heure, Michel Rocard marque des points. Arlette Chabot, commentaire. Le Parti socialiste d'Épinay, créé par François Mitterrand, est sans doute mort. Aujourd'hui à Lyon. Une génération va disparaître, une autre a déjà émergé. Et les fameux éléphants qui ont tant pesé sur la vie du parti sont en voie d'extinction, même si toutes les rivalités ne sont pas effacées. Michel Rocard a gagné parce qu'il a initié la rénovation et parce qu'il a pris le contrôle du parti. Mais il doit maintenant imaginer un nouveau mode de fonctionnement qui réponde à la demande de la base. Mais il récupère aussi un parti très ancré à gauche dans ses valeurs et sa stratégie, assez éloigné du rocardisme qui préfère le consensus et l'ouverture. Michel Rocard aussi, chef de l'opposition, va devoir durcir le ton, ce qui peut brouiller son image de présidentiable. Mais il n'a pas le choix. Il y a un an, au congrès de Bordeaux, il était déclaré candidat naturel du parti à l'élection présidentielle. Depuis, il y a eu la débâcle de mars. Il doit donc maintenant reconstruire un parti, c'est-à-dire un instrument de conquête du pouvoir, s'il veut espérer gagner l'élection de 95.
Au chapitre politique, l'autre événement, c'était Édouard Balladur. À l'heure de vérité, le Premier ministre a défendu son action 100 jours après sa nomination. Il a insisté sur la cohérence de son gouvernement et sur l'unité de la majorité. Il souhaite notamment une liste unique pour les prochaines européennes et il a confirmé qu'il ne souhaitait pas conduire cette liste. Et puis surtout, il a rappelé le grand axe de sa politique, la lutte contre le chômage. J'espère que nous pourrons arrêter l'aggravation du chômage à la fin de l'année. Nous allons avoir une année 93 difficile, je ne l'ai jamais caché. Alors les uns me disent, vous avez tort de le dire parce que ça décourage, et puis les autres me disent, vous avez raison de le dire parce que c'est la vérité. Ben, moi je choisis la vérité en l'espèce. Mais la vérité c'est aussi que ça peut aller mieux, et que je suis convaincu que grâce aux efforts que nous ferons tous, grâce aux mesures qu'a prises le gouvernement, grâce aussi à la prise de conscience de l'opinion, les choses peuvent s'améliorer à partir de la fin de l'année. Albert Duroy, vous avez interrogé le Premier ministre ce matin. Est-ce que vous avez le sentiment qu'Édouard Balladur, après 3 mois de pouvoir, donc, a changé? Globalement, je dirais que non, qu'il n'a pas changé. Il est apparu, comme d'habitude, prudent, confiant, apaisant. Prudent, par exemple, vous venez de l'entendre, sur le chômage. Pas de miracle en vue. Le Premier ministre cultive son image d'homme qui ne fait pas de promesses inconsidérées. Il est vrai qu'avant lui, d'autres qui avaient trop promis ont été sévèrement contredits par les faits et sanctionnés par les électeurs. Balladur s'est néanmoins montré confiant dans les résultats de sa politique dont il l'a tenu à plusieurs reprises, à souligner la cohérence, comme s'il avait été vexé d'entendre, ici ou là, ironiser sur les décisions successives qu'il avait prises. L'invité de France 2 tout à l'heure était un homme que le doute ne perturbait guère. Il a été enfin apaisant. Il a refusé de considérer, par exemple, que le report forcé du débat scolaire à la rentrée était un incident, tout au plus une déception. Et, somme toute, la cohabitation, a-t-il dit, est tout à fait convenable, convenable étant manifestement l'adjectif balladurien par excellence. Tout comme est normal, a-t-il dit, l'expression de critique dans la majorité. Il y a un point cependant sur lequel, me semble-t-il, M. Balladur a changé. Il a pris de l'ampleur. Il parle de tout, y compris de politique étrangère et de défense, avec sérénité certes, mais aussi avec assurance et de plus en plus d'autorité. Il a pris une dimension que certains appelleront probablement présidentielle. Et l'on peut penser que cette présidentialisation, si elle se confirme, ne plaira pas nécessairement à tout le monde. Merci Albert Duroy. Et bien sûr, le succès de la politique de M. Balladur dépendra aussi de la conjoncture internationale. Et dans ce domaine, il est bien difficile de faire des prévisions en ce moment. Ces 3 dernières années, par exemple, les experts, qu'ils soient au ministère des Finances, dans les banques ou dans les grandes entreprises, ont sous-estimé l'ampleur du ralentissement économique. Ils le reconnaissent aujourd'hui. Nicolas Vinclair, Alexis Marant, mea culpa. Nous dire s'il faut voir l'avenir en rose ou en gris, c'est leur métier. Il y a un an, les experts prévoyaient pour 93 la croissance, la relance de la consommation et une accalmie sur le front de l'emploi. Jamais ils ne s'étaient à ce point trompés. La France est entrée en récession et ce sont chaque jour des chiffres plus inquiétants. La barre des 3 millions de chômeurs est allègrement dépassée. On assiste à la fois à une baisse inquiétante de la consommation et à une augmentation sans précédent du nombre de faillites d'entreprises. Les experts sont bien obligés aujourd'hui de reconnaître qu'ils ont totalement sous-estimé l'ampleur de la crise. C'est un mea culpa parce que je crois que normalement tous les éléments qui devaient nous permettre de prévoir cette récession étaient disponibles à partir de juillet 1992, en tout cas de l'été, et que pourtant la quasi-totalité de la profession, peut-être la totalité, est passée à côté de cette bonne prévision. Les erreurs des experts auraient porté en 3 ans sur l'équivalent de 500 milliards de francs. Beaucoup avouent aujourd'hui avoir du mal à comprendre les mécanismes complexes de la crise, comme si les Madame Soleil de l'économie souffraient soudain d'insolation. Il est beaucoup plus difficile aujourd'hui qu'il y a 5 ans, 10 ans ou 15 ans de faire des prévisions. D'une année sur l'autre, les rythmes de croissance évoluent de façon très désordonnée. De l'avis des experts, ce sont avant tout les difficultés de l'économie allemande qui ont faussé les cartes. Une réalité que tous tentent désormais de prendre en compte dans leurs prévisions de 1994. Nous avons annoncé un chiffre de croissance de 1,2%. 1,3%. 1,3%. Il sera difficile d'éviter une seconde année de croissance négative d'environ moins 1,5%. Désaccord, désarroi, il faudra manifestement quelques temps encore pour que les experts réussissent à nouveau à prévoir l'avenir en lisant dans les entrailles de notre machine économique.
La France favorable à un traité d'interdiction complète des essais nucléaires. C'est la réponse de l'Elysée aux déclarations de Bill Clinton, le président américain, qui a décidé hier de prolonger le moratoire actuel jusqu'en septembre 1994. En fait, Paris, Washington, mais aussi Londres et Moscou semblent avoir trouvé un terrain d'entente. François Cornet, explication. Depuis le 8 avril 1992, l'onde de choc des explosions d'engins nucléaires français ne trouble plus les eaux du lagon de Mururoa ou de Fangatofa. La France, comme les États-Unis, la Russie et la Grande-Bretagne, a gelé ses essais au nom de la détente et de la course aux armements de l'apocalypse. En ce dimanche d'été 93, elle se dit favorable à une interdiction universelle et vérifiable, je cite, de tous les tests nécessaires au développement et à la mise en œuvre des armes de dissuasion. Ces images, comme celles du désert du Nevada, centre des expérimentations américaines et britanniques, seraient donc à classer dans les archives d'un passé révolu. Mais le présent, lui, est fragile et aucune puissance nucléaire n'a pour l'instant réellement décroché, pas plus la France que les États-Unis ou la Russie. Dans l'ombre, ces nations restent en veille, avec la capacité de réactiver à tout instant ces centres d'essai indispensables au développement et à la crédibilité de leurs missiles stratégiques et tactiques. Reconduction d'un moratoire ne signifie pas abandon définitif de toute recherche. En revanche, se prononcer pour une prorogation illimitée en 1995 du traité de non-prolifération, comme le propose la France, pourrait dissuader d'autres pays de mettre au point leur propre arsenal nucléaire. Dans ce club des puissances, possédant l'arme atomique, seule la Chine garde toujours ses intentions secrètes. La France pourrait aussi envisager une intervention militaire aérienne en Bosnie si les zones de sécurité ne sont pas respectées. C'est ce qu'a dit Édouard Balladur sur France 2 tout à l'heure. Pour l'heure, dans ce pays, la Bosnie, les affrontements continuent notamment entre musulmans et croates. Entre les deux, les forces de l'ONU sont quasiment prises en otage. Nos envoyés spéciaux, Laurent Boussier et Bruno Girondon, accompagnent en ce moment des militaires canadiens de l'ONU. Reportage. Des mines posées devant le camp des soldats canadiens, des miliciens croates tendus qui filtrent les véhicules et arrêtent tout ce qui ressemble à des journalistes ou à des convois des Nations Unies. Cette route qui ce matin encore était libre est soudainement bloquée. Mauvaise humeur des Croates ou problème diplomatique majeur, c'est au quartier général des Nations Unies en Bosnie, lui-même bloqué par les Croates, que nous aurons la réponse. Le commandant des forces croates de Bosnie avait été invité par les casques bleus canadiens à l'occasion de leur fête nationale. Sur place, il y eut une altercation avec les chefs musulmans, eux aussi invités. Les musulmans ont quitté la cérémonie et leurs troupes ont encerclé le camp, empêchant le départ des Croates. Depuis, nous négocions pour les faire sortir, mais nous n'y sommes pas encore parvenus. En représailles, les Croates ont donc bloqué, encerclé le camp canadien qui se trouve dans leur zone. Les heures passent, les Croates renforcent leur dispositif, toute discussion avec eux s'avère vaine. Soudain dans le ciel, 2 Mirage 2000 français, ils ont été détournés de leur patrouille pour venir voir ce qui se passe. La situation devient un peu plus tendue, mais aucun coup de feu n'est échangé. Dans le camp, les Canadiens prennent quelques précautions, mais jamais ils ne se mettent en position offensive. Ils savent que ça peut durer et prennent leur mal en patience. Et puis soudain, sans explication, la presse, retenue depuis 4 heures, est autorisée à repartir d'où elle vient. De plus en plus souvent, en Bosnie centrale, on assiste à ce phénomène de checkpoint sauvage, où pour répondre à une action qui ne leur plaît pas, un des camps en présence prend en otage pendant quelques heures, soit des forces des Nations Unies, soit des convois humanitaires, soit des journalistes ou autres. Une sorte de chantage, voire de racket, qui malheureusement, de temps en temps, s'avère payant. Depuis hier, un Français, Jean-Pierre Aigneret, tourne, vous savez, autour de nous dans la station Mir pour 3 semaines d'expérience scientifique. Notre envoyé spécial en Russie, Patrick Esther, a pu tout à l'heure dialoguer directement avec Jean-Pierre Aigneret. Impression. Depuis 3 jours, on peut dire que vous êtes un banlieusard de la planète Terre. Quelles sont vos premières impressions? Oui, bon, ça, l'impression, c'est que justement, ça n'est pas la banlieue. Même si, quand vous regardez la verticale, vous voyez les nuages comme d'un avion. Le ciel noir, l'horizon d'un bleu très pastel magnifique et la rotondité de la terre très marquée vous montre quand même vous avez fait un voyage qui ne vous situe pas vraiment en banlieue. On a vu beaucoup l'Afrique, beaucoup l'Amérique du Nord, mais pour des points aussi ponctuels que Arcachon, la Guadeloupe, le territoire français, il faut programmer à l'avance, il faut programmer l'orbite et regarder au bon moment. Sachant que les hublots qui ne sont pas très nombreux dans la station ne sont pas toujours orientés en direction de la Terre. Jean-Pierre Aigneret, bonsoir et bonne suite pour votre vol. Eh bien bonsoir et merci et dites à tous ceux qui vous écoutent que l'espace est une aventure. C'est une aventure qui vaut le coup
Et c'est une aventure qui, sur le plan scientifique et sur le plan technologique, dans le futur, peut rapporter beaucoup. Merci, bonsoir. Une aventure sportive aussi. Le sport, justement, on y vient, avec un tour d'horizon. Un tour d'horizon des épreuves sportives du jour. La plus importante, la plus populaire, c'est le Tour de France. L'Italien Cipollini a gagné la première étape au Sable d'Olonne. Arrivé au sprint, Indurain conserve le maillot jaune. Thierry Clopo. Une étape menée rondeau aujourd'hui. Étape de pleine type avec des échappées annihilées régulièrement par le peloton, des cassures et des relances. Avec en point de mire un Miguel Indurain en maillot jaune qui n'a cessé d'attaquer toute l'après-midi. Ici, l'Espagnol dispute avec Harney un sprint de bonification. Dans le jargon du vélo, il saute Jalabert en rose avec à la clé 4 secondes de gagné sur son dauphin Alex Zoulet. Un Tour de France 93 qui va de plus en plus vite, près de 60 km/h de moyenne. Une caravane publicitaire de près de 500 véhicules, des spectateurs parfois indisciplinés. Résultat, des accidents, comme ici ce jeune garçon renversé heureusement sans gravité. Retour sur la course avec à l'arrivée un sprint au Sable d'Olonne et à 300 mètres de l'arrivée c'est la chute. Kirspoul, le lituanien, regardez bien au ralenti en casque blanc au centre de l'écran, joue du coude à droite avec Cipollini et poussette à gauche sur Abdou Japarov, l'Ukrainien, qui entraîne avec lui 4 autres coureurs dont Thierry Marie. Ils se relèveront tous heureusement, malgré tout avec des contusions multiples. Devant, c'est l'Italien Mario Cipollini, véritable champion du monde du sprint qui met tout le monde d'accord. Derrière Cipollini, Nelissen, le néerlandais, et une belle 3e place pour Laurent Jalabert. Au classement général, Indurain a désormais 12 secondes d'avance sur le Suisse Zoulet. Demain, 2e étape, on quitte la Vendée pour aller en Bretagne. Les Sables d'Olonne, Vannes, 227 km, une nouvelle étape de plaine où les sprinteurs devraient être à nouveau à la fête avec pourquoi pas une victoire cette fois-ci de Laurent Jalabert. À surveiller de près également Miguel Indurain, vous l'avez vu, un Miguel qui aujourd'hui dispute les sprints de bonification et c'est une nouveauté sur ce Tour 93. L'automobile, Alain Prost est-il en train de tuer la Formule 1? Il a encore gagné, en tout cas aujourd'hui. C'était le Grand Prix de France à Manicourt. Un seul homme lui a contesté la victoire, son coéquipier Damon Hill, doublé donc des Williams-Renault. Serge Dion. 49e victoire en Grand Prix pour Alain Prost. Et paradoxe, il s'impose non pas avec sa voiture habituelle, mais avec le mulet découvert seulement le matin. Pour la première fois de la saison, au départ, 4 voitures à moteur Renault sur les 2 premières lignes. Damon Hill prend immédiatement le commandement devant Alain Prost. Une guerre d'usure s'engage alors. Plongés dans la canicule, les pneumatiques sont soumis à rude épreuve. Premier changement après une demi-heure de course, 7 secondes 47 d'arrêt pour Hill, pendant que Prost poursuit sa route. C'est ici que le Français va gagner la course. Il effectue 2 tours de plus et s'arrête moins de 7 secondes au stand. À la sortie, Prost reprend la tête de ce Grand Prix de France. Il ne va plus la quitter. Damon Hill termine 2e. C'est le premier doublé des Williams cette année. Schumacher arrache la 3e place à Senna. À la mi-saison, Prost compte 12 points d'avance sur le Brésilien au classement du championnat du monde. Résultat logique à Wimbledon pour une fois. Le numéro 1 mondial a battu le numéro 2. Pas d'imprévu, donc c'est peut-être que ce Wimbledon a été vraiment exceptionnel puisqu'il n'a pas plu une seule goutte de pluie en 15 jours. Alain Escoubet, très british, s'est un petit peu ennuyé dans cette finale. Heureusement qu'elle était là, car la vérité oblige à dire que côté tennis, on s'est bien embêté. Pas l'ombre d'une fantaisie chez l'un ou l'autre des adversaires, en dehors peut-être de quelques plongeons spectaculaires comme celui-ci, signé Courir pour un point perdu malgré tout. Sinon, c'était des aces. Et des aces. Et encore des aces. Parfois, on prolongeait l'échange pour faire service volé. Service volé. Bref, on s'est ennuyé ferme sous un soleil de plomb. Il faisait 38 à l'ombre et à Londres. Et selon son habitude, Sampras montrait sa langue aujourd'hui desséchée. Le score 7-6, 7-6, 3-6, 6-3 a donné la victoire à Sampras. Cela aurait pu être sans scandale le contraire. Et tandis qu'il levait sa coupe, on pensait à quelques artistes trop tôt disparus, Becker, Edberg, voire Lecomte, une autre fois peut-être. El Cordobés, le retour. Qui pourrait croire que le célèbre torero descendrait une nouvelle fois dans l'arène à 57 ans? Eh bien c'est fait depuis hier soir à Saint-Vincent-de-Tyrosse. Pour l'honneur,
ou pour la gloire? Gilles Marinet, Vincent Pacifico. Quelle mouche l'a piqué? 57 ans, milliardaire, El Cordobés redescend dans l'arène. Peut-être par souci de promotion, Hollywood s'apprête à tourner un film sur sa vie. Peut-être par colère, puisqu'un jeune torero espagnol et talentueux usurpe actuellement son nom, mais surtout par ennui. Toréer, c'est la seule chose qui l'intéresse. Je ne quitterai jamais le monde taurin. Toute ma vie, je serai toréador. Toute ma vie, toute ma vie. Pour la plupart des aficionados, El Cordobés est plus qu'un torero talentueux. C'est un phénomène. Il a bousculé les règles, imposé son style, la corrida spectacle qui a su déborder le cercle des initiés. Et c'est un des toreros qui m'a donné le plus d'émotion par son entrega, son courage, son temple et sa personnalité surtout. Et puis je crois que c'est le premier qui a arrêté tous les terrains et qui a changé le rythme de la tauromachie. Muy bien. Yo le voy a brindar también que le voy a regalar un sombrero. Se lo merece. Il a trouvé le public formidable à tel point qu'il peut offrir le taureau de réserve. Un taureau qui, lui, et on le comprend, n'était pas sous le charme. Le retour de la star ne se fera pas sous le signe de la facilité. Des taureaux plus coriaces que ceux de Saint-Vincent de Tyros le guettent, ainsi que de jeunes talents qui ont bien retenu ses leçons. Mais pour assumer sa légende, Manuel Benitez, dit El Cordobés, prendra tous les risques. Éric Cantona qui lui joue les mannequins après Marie-Josée Pérec et Jean-Pierre Papin, l'enfant terrible du foot français, défile pour Paco Rabanne. Et surtout qu'on ne lui parle pas de foot. Serge Gian, Raymond Chaplard, élégance. Vous auriez aimé être mannequin? Non, je sais pas, c'est charmant, je vois les mecs là, c'est des playboys, moi je suis... Ils ont fait le maximum pour embellir, mais ça va pas assez. J'ai que la taille, quoi. À l'époque romaine, c'était un grand guerrier, il a été sûrement dans les jeux du cirque un grand gladiateur, car il aime la foule, il ne le dit pas, mais on sent qu'il aime la foule, on sent qu'il aime le regard et qu'il les supporte très très bien. Vous y croyez à la réincarnation? Il a raison, ouais. C'est pas son problème. Et moi, un aigle, j'aimerais bien être avec un... J'étais quoi, romain, un guerrier? Ouais, un grand guerrier. Toujours un petit peu, ouais, un petit aigle, ouais. Pour voir un peu tout ça, quoi. Liberté? Ou une petite mouche, tu vois, pour être sûr de tout ce qu'on dit. La fin ce soir à Belfort des Eurokéennes, c'est un festival de rock comme son nom l'indique, 3 jours, 34 concerts avec Willy DeVille, avec Jean-Louis Aubert, avec Midnight Oil et beaucoup d'autres, notamment ce Calvin Russell qui n'est plus tout à fait jeune mais qui a fait un triomphe, Éric Perrin, Didier Dahan, rock, rock, rock. Calvin Russell ou les contes de fées existent, la preuve. Après quelques séjours en prison dans son Texas natal où il commence à composer, il joue pour quelques dollars dans des bars. En 90, il est remarqué par un producteur français et le succès arrive. Ses chansons parlent des galères, des révoltes, des gens. Je crois que ma mère et mon père m'ont donné cette joie, cette envie de connaître les gens. C'est pourquoi je suis toujours heureux de connaître quelqu'un de nouveau, parce que je crois que tout le monde a quelque chose de bon, quelque part. In shackles and chains they will take me to the prison till the day that I die. And each night through them bars I will gaze at the stars. Je le connais très peu, mais je vois que c'est quelqu'un de solide et souple, et puis surtout très humble, ce qui est bon signe en général. C'est un menhir qui marche. You don't get bread with the one meat bar, one meat bar. One meat bar. One meat bar. You don't get bread with your one meat bar. Les Eurokéennes, un cocktail de rock et de grand air. L'occasion aussi de s'asseoir, de goûter le temps pour prendre une bonne bouffée de sincérité. Tout le long de l'eau, là-bas sous les ponts,
belle ville, le mauvais coton de mon cocon. Avec Calvin Russell et Jean-Louis Aubert, ce sont les chœurs qui parlent, les tripes qui jouent, et le public ne s'y trompe pas. Fin de cette édition. Dans un instant, la météo plus orageuse de Laurent Romeshko. Dernière édition du journal Anne Guéry vers minuit 15. Bonne soirée sur France 2, à demain, 20 h.